l'enregistrement. Et donc, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire, donc le troisième de l'année, organisé par FERT. Nous vous proposons aujourd'hui d'échanger sur un sujet autour de l'usage des vidéos et de l'image dans les formations et dans les actions de conseil que l'on peut mener. Donc, pour ce webinaire d'1h30, nous allons développer un peu plus cette thématique. Alors, normalement, j'ai possibilité d'avancer le PowerPoint, mais si ça ne marche pas, je demanderai peut-être à Juliette de m'aider. Je vous rappelle, pour ceux qui ne sont pas habitués, les principes de ces webinaires. L'objectif, c'est de pouvoir échanger donc, à partir d'expériences partagées, de témoignages, de partager à la fois des bonnes pratiques, des expériences déjà éprouvées, et ainsi de pouvoir acquérir de nouvelles connaissances et apprendre via les expériences des différents pays présents. Je refais un petit panorama des pays qui sont représentés pour le moment. Nous avons des représentants de Madagascar au niveau de FIFATA et des organisations paysannes régionales membres de FIFATA. Nous avons des représentants aussi du Burkina Faso, des représentants aussi du Malawi, du Maroc et différentes représentants aussi depuis la France, des équipes FERT. Donc moi-même, je m'appelle Amandine Schlur et je suis chargée de projet à FERT en France et j'animerai cette session. Juste aussi, donc pour rappel, les règles d'animation de ce webinaire, excusez-moi. Voilà, quelques règles pour que ce webinaire se déroule bien. Donc, on utilise un logiciel Zoom. Vous pouvez voir qu'il y a un fil de discussion où vous pouvez écrire et commenter pendant les différentes interventions, poser vos questions. N'hésitez pas aussi, si vous voulez prendre la parole lors des temps de questions-réponses, à utiliser le petit outil pour lever la main, d'activer dans ce cas-là votre micro et éventuellement la caméra pour qu'on puisse voir qui parle. Et puis, s'il y a un problème, n'hésitez pas à le signaler au niveau du chat. Entre-temps, donc, lors des différentes présentations, on vous demandera bien de couper les micros et la vidéo. Et puis, on vous propose aussi de renommer vos étiquettes pour bien identifier qui sont les personnes qui parlent. Donc là, je vois Asma a pu renommer son étiquette. Au niveau de FIFATA, Ficota, Mifi, n'hésitez pas à mettre des prénoms pour que ce soit plus aisé pour nous de vous identifier. Voilà, sur l'introduction, le webinaire est enregistré, comme ça il pourra être partagé avec les personnes qui ne sont pas là. Et à l'issue du webinaire, on vous proposera un petit questionnaire d'évaluation pour nous permettre d'apprécier ce que vous avez retenu de ce webinaire. Voilà ce qu'il en est. Pour le programme, je vous propose qu'on démarre le webinaire par un temps de cadrage sur la thématique, donc usage de la vidéo et des images en formation et dans le conseil. Puis, on aura deux expériences partagées, celle de Sylvia au CEFEL et de Léo Kadi, actuellement au Malawi, mais qui était avant une conseillère technique au Burkina. Et ensuite, un temps de synthèse et d'enseignement avec Pascal, qui est donc en France. Peut-être nos trois intervenants, est-ce que vous pouvez rapidement vous présenter? Sylvia, est-ce que tu peux démarrer, nous dire qui tu es et tes fonctions, rapidement ton expérience? Ok, bonjour à tous. Je m'appelle Sylvia Vloulpanatenana, responsable de formation au CEFEL Madagascar. Merci Sylvia. Léo Kadi, ensuite. Oui, bonjour à toutes et à tous. Léo Kadi, donc moi j'étais conseillère technique à FERT au Burkina Faso pendant une douzaine d'années et là depuis un an je suis au Malawi pour démarrer les actions de FERT. Merci Léo Kadi. Et Pascal? Alors, on ne t'entend pas Pascal.
Toujours pas. Là, c'est mieux. C'est mieux, ok. J'ai dû mettre mon casque parce que c'est assez bruyant autour de moi. Donc, moi, je suis Pascal Rack, je suis la responsable pédagogique de l'IFOCAP. L'IFOCAP, c'est l'Institut de formation des cadres paysans en France. C'est un institut de formation des administrateurs d'organisations professionnelles agricoles. Voilà. Et donc, à ce titre, on intervient en formation dans le monde agricole et rural. Et voilà, j'amènerai ma contribution à ce titre. Très bien. Merci. Donc, entre chaque intervention, hein, vous aurez l'occasion de poser vos questions. Il y aura des temps de questions-réponses qui seront dédiés justement pour pouvoir recevoir toutes vos questions. Si c'est bon pour vous, je vous propose de démarrer donc avec une petite partie introduction. D'abord, voilà, pour essayer de cadrer les choses, je voulais voir avec vous la diversité de ce qu'on peut appeler un visuel, donc que ce soit des vidéos ou des images. Ici, vous pouvez voir des images qui peut-être vous parlent, puisque ce sont des extraits de documents qui ont été produits au niveau des OP partenaires de FERT, que ce soit de la vidéo, des schémas, des dessins. Alors, merci. Voilà, peut-être Pascal, si tu peux refermer ton micro, merci. Donc, différents visuels. Donc, on va parler un peu de cette diversité de choses, hein, des posters aussi, des supports PowerPoint. On va voir derrière tout ça qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai essayé de classer un petit peu ces différents types de supports visuels. On a à la fois des films d'animation, des films ou des films d'animation qui peuvent être parfois assez longs et qui permettent d'aborder des sujets de fond. Je pense à des films sur le foncier, la santé animale ou l'agroécologie. On a aussi parfois des choses qui sont produites beaucoup plus courtes, hein, des vidéos, excusez-moi, voilà, des vidéos courtes de entre 3 et 10 minutes, soit par des reportages, des vidéos capsules et qui sont parfois des séries différentes. Je repense à des vidéos qui avaient été faites au Burkina sur la formation leader. Et puis parfois aussi, certains d'entre vous, vous produisez ou vous utilisez des présentations animées, donc des supports plutôt d'animation qui sont réalisés avec des outils comme Movie Maker ou des enregistrements de PowerPoint, ou parfois qui utilisent aussi du motion design. Ça, c'est sur un premier paquet qu'on appelle les vidéos. Sur l'image, alors, sur les images, voilà, soit on a des images qui sont intégrées dans des supports, hein, des images qu'on intègre dans des PowerPoint, justement des posters, ce qu'on utilise aussi en facilitation graphique ou en infographie, ou parfois l'image est utilisée aussi à part entière. C'est le cas par exemple des outils comme le photolangage ou les boîtes à images. Donc aujourd'hui, les deux expériences qui vont nous être partagées vont revenir sur l'usage à la fois des vidéos et l'usage d'outils illustrés. Je vais enlever ce mode pointeur qui ne me permet pas de passer les slides. Voilà, alors pourquoi aujourd'hui on s'intéresse à ce sujet-là? Eh bien, déjà parce qu'en fait, la vidéo et les images sont de plus en plus utilisées dans notre quotidien et dans notre pratique, à la fois parce que aujourd'hui, que ce soit les conseillers, les paysans relais ou chacun d'entre nous, nous sommes dotés d'un outil d'un smartphone ou de tablette qui nous permettent tous de produire un nombre incroyable de photos et de vidéos. Je pense que vous pouvez tous faire le point et dans vos appareils, vous êtes remplis de photos et de vidéos. Donc, on est devenus tous des producteurs importants de ces visuels. Et puis, on a aussi un accès aujourd'hui avec Internet et les réseaux à une possibilité de partager beaucoup plus facilement tous ces supports. Et donc, en fait, aujourd'hui, on a de plus en plus d'images et de vidéos qui viennent inonder un peu notre univers, notre quotidien. Et ça devient un outil qui est largement démocratisé et utilisé et qui a toute sa pertinence, notamment en zone rurale, puisque avec des niveaux d'instruction limités, l'image et la vidéo permet en fait de partager de l'information à des personnes qui n'ont pas toujours une aisance à l'écrit ou en tout cas qui ne peuvent pas lire. Donc l'image et la vidéo permet une alternative pour partager des informations pour des personnes qui n'ont pas un niveau d'instruction. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'usage de visuels permet de diversifier pour les formateurs et les conseillers et de toucher davantage les producteurs.
Donc aujourd'hui, on va vraiment parler de l'usage de ces outils dans la formation et le conseil. Il faut bien noter que c'est quelque chose de spécifique. On ne va pas parler de l'usage de la vidéo, de l'image comme un outil de communication. On verra que l'intention n'est pas la même quand on communique ou quand on cherche à former ou à transmettre de l'information. Je passe à la slide suivante. Donc, au cours du webinaire, on va s'intéresser à un peu de choses. Dans l'objectif de créer des outils pédagogiques efficaces, il va falloir qu'on regarde plus spécifiquement sur le fond comment les outils ont été construits. Donc, c'est à la fois important de regarder voilà, quel est l'objectif de l'outil que l'on souhaite créer, quel message on souhaite communiquer, comment on va concevoir notre outil et comment il va être utilisé. Tout ça est important bien à regarder. Et puis, on va aussi s'intéresser à la forme. Excusez-moi, je vais enlever ça parce que c'est vraiment pas pratique. Donc, sur la forme, on va s'intéresser justement à comment on choisit notre support et quels sont les principes importants de mise en forme d'un outil visuel, donc que ce soit les aspects de couleur, contraste ou position. Et pour la vidéo, on va regarder plus spécifiquement aussi la question de la scénarisation. Voilà, sur les éléments que nous allons aborder aujourd'hui dans ce webinaire. Je vais maintenant passer la parole. Pardon, excusez-moi. Le passage des diapos n'est pas fluide. Je vais maintenant passer la parole à Sylvia qui va nous parler de l'expérience du CEFEL à Madagascar. Sylvia. Ok, merci Amandine. Bonjour à tous, Sylvia, responsable formation au sein du CEFEL. Je vais commencer par le contexte à Madagascar. Donc, Madagascar, c'est un pays à vocation agricole. Environ 78% de la population vit encore dans le milieu rural, là où les infrastructures scolaires sont vraiment limitées. Il n'y a que des écoles primaires publiques. Donc, le niveau d'instruction est vraiment faible. D'où l'importance d'utiliser et de diversifier les supports. Rapidement, le CEFEL, c'est conseil, expérimentation, formation en fruits et légumes. C'est une structure mise en place par FERT et FIFAPA en 2004. Le centre se trouve à 7 km de la ville d'Antirebe, là où on y trouve un équipement d'infrastructures et des outils pédagogiques avec près de 17 hectares de parcelles pédagogiques pour qu'on puisse faire la pratique au niveau du centre. La formation au CEFEL, il y a deux publics, les producteurs et les techniciens. Donc, l'utilisation de support pour les techniciens et les paysans relais, il y a une double objectif. D'abord, la compétence pédagogique et aussi la maîtrise technique, c'est-à-dire ces techniciens et ce paysan relais vont faire encore la diffusion technique au niveau de leurs pairs. D'où la facilitation de la mise en pratique de la formation par l'utilisation de vidéos et aussi par l'apprentissage par la pratique. Nous, au CEFEL, on utilise différents outils au cours de la formation. Comme annoncé Amandine tout à l'heure, on utilise la photolangage, c'est-à-dire on essaie d'identifier différentes photos sur une thématique, par exemple sur la pomme de terre, et on essaie de faire parler les photos, d'où l'outil appelé photolangage.
On utilise aussi également des PowerPoint illustrés avec des images et le livret distribué aux participants. On essaie de illustrer toujours avec des images. On utilise aussi des supports imprimés en page plastique, comme vous voyez sur l'écran. Le support est vraiment bien illustré avec des schémas ou des photos. Donc, nous avons essayé de diversifier le support. Concernant les sujets traités au cours de la formation, principalement les supports images et vidéos concernent les techniques de production. Il y a même des films pédagogiques qui sont produits au niveau du CEFEL. On aborde aussi le sujet de gestion, surtout l'élaboration de budget de trésorerie. On utilise des films produits par des acteurs malagasy et aussi des films courts sur la commercialisation des produits. Ce sont les films produits au cours de la mise en œuvre de projets Protana. Ce sont les initiatives réalisées par les producteurs concernant la commercialisation. Maintenant, je vais essayer de répondre sur le sujet vidéo pédagogique. Pourquoi les vidéos? Parce que, comme je viens d'annoncer là tout à l'heure, le niveau des producteurs chez nous, c'est vraiment faible. Donc, on a besoin de supports faciles à comprendre. Avec l'audiovisuel, la mémorisation des messages est facile. L'accompagnement de l'image avec du son facilite donc la compréhension. Donc, notre enjeu, c'est l'assimilation des messages par les formés pour qu'ils mettent en pratique la formation, c'est-à-dire après la formation, il y aura un changement. Donc, comme annoncé tout à l'heure, hein, les vidéos que nous avons utilisées au niveau du CEFEL, il y a d'abord les vidéos produites par nos équipes sur l'itinéraire technique de pommes de terre, par exemple, d'oignons, d'ail. On a aussi produit une vidéo sur la technique de greffage. Les 3 premiers, on a parlé de messages dès la préparation du sol jusqu'au calcul de marge brute. Ce sont les vidéos autoproduites par l'équipe CEFEL. Mais le slide suivant nous montre que, à part les vidéos produites par nos équipes, nous, on utilise aussi les vidéos des autres acteurs. Je ne sais pas si vous voyez, par exemple, on utilise la vidéo sur la capitalisation des maîtres exploitants de l'Agri-Sud, de FIFAMA Nord, etc. Donc, on essaie de diversifier le support vidéo, c'est-à-dire on ne se contente pas de vidéos produites par CEFEL, mais on aborde, on utilise les autres vidéos pour d'autres thématiques. En général, ces vidéos pédagogiques, ça peut durer de 20 à 30 minutes. Et après, sinon, au-delà de cette durée, les producteurs n'arrivent pas à se concentrer. Le slide suivant montre aussi que nous utiliserons également des films pédagogiques courts, comme j'ai annoncé là tout à l'heure, surtout pour la commercialisation, dont la durée est vraiment très réduite de 7 à 10 minutes. Ces films à durée courte, ça nous illustre comme des témoignages, ça montre les expériences des auteurs. Pour la conception des vidéos, sur le slide suivant, sur le fond,
On parle de contenu issu des résultats des essais conduits par le CEFEL, c'est-à-dire si vous regardez le film sur la pomme de terre, il y a des références sur les différentes variétés conduites aux essais et aussi sur la base de références techniques qui peuvent être reproduites par les producteurs, c'est-à-dire des messages qui sont déjà testés. Parfois, sur le fond, on implique aussi les élus du conseil d'administration du CEFEL pour les témoignages d'agriculture. Pour les témoignages, si vous regardez donc la vidéo sur l'œil, il y a le témoignage de président Évariste Ambakondjasak. Sur la forme, c'est Yann qui est avec nous maintenant, qui assure comment dire, la conception de vidéos avec un logiciel simple et avec des matériels un peu sophistiqués. Donc, le choix des images, il faut que ce soit clair, facile à comprendre. Et dans le vidéo aussi, on essaie de illustrer avec plus d'images, mais moins de commentaires défilants et de préférence pour que le public comprenne bien en langue maternelle. Pas trop longue pour retenir vraiment la concentration du public. Le slide suivant nous montre comment nous allons utiliser les vidéos. Donc, lors des formations, chaque formateur, il n'y a pas vraiment de règles, mais chaque formateur est libre. Soit il utilise à la fin de la formation, donc la vidéo, ça va servir de synthèse. Soit il s'utilise au début de la formation, donc on part de la vidéo pour tirer des leçons. Ou on diffuse la vidéo juste avant l'organisation de travaux pratiques pour synthétiser un peu ce qu'on va faire sur les travaux pratiques. Et actuellement, la diffusion de ces vidéos sont vraiment larges. Donc, on diffuse aussi sur YouTube. Pour synthétiser, comme avantage, l'utilisation de vidéos est vraiment attractif. C'est visuel et avec le son, ça facilite vraiment la compréhension. Il est aussi adapté à tout type de public. Comme je viens de dire tout à l'heure, on peut utiliser en synthèse, en rappel, créer des débats et même aussi en animation. Et l'utilisation, ça permet également de passer plusieurs connaissances en peu de temps parce qu'on voit la préparation du sol jusqu'au calcul de marge brute, comme je viens de dire tout à l'heure. Ça rend aussi accessible partout avec le visionnage de vidéos. Les gens ont envie d'essayer, envie de prendre des initiatives. Et cela peut toucher plus d'agriculture. Mais quand même, il y a des contraintes. Il faut un grand écran et une bonne sonorisation. Donc, il faut un baffle ou un Bluetooth. Si c'est un groupe, plus de 5 personnes. Et aussi, l'outil n'est pas suffisant, mais il faut compléter par des travaux pratiques, des explications. Et aussi, pas très adapté si le lieu de formation est dans un endroit trop bruyant, c'est-à-dire sur des terrains honteux. Voilà un peu ce que j'ai à partager. Merci de votre attention et n'hésitez pas à poser des questions si vous avez. Merci. Merci beaucoup Sylvia, merci pour ce témoignage. On voit bien que
au niveau du CEFEL, vous avez cette expérience de l'usage de ces différents outils. J'imagine à la fois vous en tant que formateur, mais aussi après avec les paysans relais que vous formez qui doivent certainement réutiliser, j'imagine, ces vidéos dans leur propre pratique. Je laisse maintenant peut-être un temps de questions-réponses pour ceux qui souhaitent avoir des précisions sur cette expérience du CEFEL à Madagascar. Si vous avez des questions complémentaires, n'hésitez pas, c'est le moment de prendre la parole. Donc, vous avez cette option de pouvoir lever la main, et comme ça, on identifie clairement qui veut s'exprimer. Donc, sur voilà, l'usage plus spécifique des vidéos, est-ce que vous avez des questions? Donc, à la fois, enfin, Sylvia, tu nous as parlé à la fois de l'usage des vidéos, mais aussi de la question de la conception à partir des références qui sont produites au CEFEL. Je ne vois pas de main levée. Oui, Joseph? Oui, juste pour relancer un peu la discussion, mais Sylvia, est-ce que tu peux expliquer un peu comment vous impliquez les producteurs dans la validation des choix de vidéos ou dans même le déroulé des vidéos? Est-ce qu'ils sont impliqués et si oui, comment? Merci. Comme je viens de dire là tout à l'heure, parfois, dans la vidéo, on implique les producteurs surtout dans l'élaboration même de l'outil. C'est-à-dire, il y a toujours des témoignages des producteurs, comme je viens de dire là tout à l'heure. Pour le film sur l'ail, par exemple, il y a le témoignage de président Évariste. Donc, parfois, la conception part de techniciens et c'est ensuite qu'on discute avec les élus pour voir un peu leur impression, les améliorations, leurs avis. Voilà. Très bien. Merci Sylvia pour cette précision. Est-ce que d'autres personnes ont des questions à poser à Sylvia ou CEFEL? Je sais pas. Pascal? On t'écoute, Pascal? Oui. Alors, moi, j'avais une question sur le temps de travail que représente la fabrication d'une vidéo par rapport à des supports plus classiques de formation. Enfin, est-ce que vous avez une petite idée de la quantité de travail supplémentaire ou équivalente que ça représente? Si vous permettez, hein, Yann, est-ce que tu es là? Parce que je vois que dans les participants, tu es là. Est-ce que tu peux répondre parce que c'est toi qui fait la conception, s'il te plaît? Oui, merci. Merci de m'avoir donné la parole. Je pense que vous m'entendez très bien depuis un grand P. Très bien. Très bien. OK, d'accord. Donc, la question de temps et combien ça engage. Donc, en plus, pour le charge de travail, ça dépend énormément des vidéos qu'on a déjà à disposition. Si on a les vidéos, les images et tout ça, et la scénario, les voix off déjà disponibles, c'est un peu rapide de concevoir. Mais le problème pour la conception d'une vidéo, c'est que si on a un manque de vidéos ou de sources, ça, c'est un vrai problème. Au niveau de CEFEL et au niveau de groupe IFATA, on a déjà fait, il y a pas longtemps, peut-être en 2020, si je ne me trompe pas, des formations pour tous les techniciens qui sont intéressés, que ce soit formation en prise de vidéo, prise de photo, hein, et formation aussi en montage. Donc, en ce moment, il y a tellement des équipes qui font des vidéos, qui récupèrent des vidéos, hein, des sons et tout ça. Et cela permet de nombreuses rushs, de nombreuses vidéos disponibles. Ce sera facile donc de monter des vidéos, d'autant plus qu'il y a aussi des techniciens qui sont maintenant capables de produire des vidéos, hein, et cela allège aussi les travaux.
Mais si on a des vidéos et des voix off disponibles, même en demi-journée ou en une journée, on pourrait faire monter une bonne vidéo. L'objectif, c'est de déléguer, de prendre à part aussi les autres équipes. Et ça facilite bien énormément donc la chose. Merci Ange pour cette précision. Du coup, peut-être une question qui vient en complément. Faites-vous appel parfois aussi à des prestataires qui, du coup, eux-mêmes réalisent les vidéos? Parce que, par exemple, Sylvia, tu nous montrais dans la liste de toutes les vidéos que vous utilisez qu'il y a des vidéos qui font plus de 30 minutes. J'imagine que ce genre de vidéos, ce n'est pas vous qui les faites en direct, vous passez par des prestataires. Et dans ce cas-là, peut-être le travail est un peu différent. Ah oui, bien sûr, ça dépend de type de vidéo, les vidéos de visibilité ou partage d'expérience et tout ça. C'est forcément des prestataires pour avoir une bonne vidéo de qualité, mais les vidéos techniques pour le support de formation technique, hein, on préfère faire, les techniciens de CFL préfèrent faire eux-mêmes parce que là, on a déjà en connaissance des techniques, ça dépend des travaux minutieux techniquement, des connaissances des techniques, itinéraires techniques et tout ça. Donc, pour aller rapidement, on préfère faire les vidéos techniques, mais s'il s'agit des vidéos de visibilité, partage d'expérience et tout ça, pas tellement technique culturelle et tout ça, donc on a eu recours à des prestataires. Très bien, merci, on voit bien la différence. Est-ce que d'autres questions sont encore en suspens? Je ne vois pas de main levée. Très bien. Eh bien, si c'est OK pour tout le monde, je vais vous proposer donc de donner la parole à Léo Kadi pour un partage d'expérience concernant le Burkina Faso. Léo Kadi, tu nous entends et tu nous vois et on te voit. Très bien. OK, super. À toi la parole. OK, très bien. Donc, je vais vous parler d'une des expériences en fait qu'on a menées avec 3 organisations de producteurs de niébé au Burkina Faso. Donc, en fait, sur un outil illustré, en fait, type boîte à images. Donc, initialement, en fait, il y a quelques années, avec les producteurs, on a décidé de capitaliser sur 10 années de pratiques agroécologiques qui avaient été menées par les producteurs et l'équipe FERT. Et suite à cette capitalisation qui a été menée avec les producteurs, avec la mise en place d'un groupe de travail, les producteurs en fait ont souhaité en fait utiliser cette capitalisation pour discuter de ces différentes pratiques écologiques, agroécologiques avec leurs membres, pour ensuite essayer de dégager quelle pouvait être leur politique agroécologique, quelles pouvaient être en fait les grandes orientations pour les prochaines années, et en même temps avoir un document à présenter à de potentiels partenaires. Et en même temps, il y avait le challenge que la majorité des producteurs étaient analphabètes. Et de tout ça, en fait, est née l'idée de concevoir un outil illustré en se basant sur le contenu issu de la capitalisation pour animer des débats avec les membres dans les villages sur ces pratiques. Voilà. Et donc, pour expliquer un petit peu, on n'a pas pu faire venir un producteur, mais on a fait un enregistrement du président en fait, de Piscila, donc l'actuel président, M. Ouedraogo Amado, qui va expliquer un petit peu pourquoi cet outil. Juliette, je ne sais pas si ça... Ouais. Donc en fait, il parle en moré, donc la langue locale au Burkina. Et donc un des techniciens, donc Jules, merci beaucoup pour la traduction, a traduit. Donc vous pourrez lire en fait la traduction en français. Bon, il n'y a pas de son. Je ne sais pas si les autres vous entendez, moi j'entends pas. Mais bon. Juliette, je ne sais pas si ton son est actif. Je pense qu'il faut que tu actives ton son, Juliette.
J'entends le son. Alors, Bon, au pire, s'il n'y a pas le son, c'est pas trop grave, mais qu'on puisse bien lire. Faut que ton micro soit actif, Juliette. Il faut qu'on me laisse la main. Quelqu'un utilise la souris, je n'ai pas la main. Voilà. Là, c'est bon, je pense. Et alors, les chants qui veulent, j'ai appris là. Bah, il y a plus de l'union. Je voulais changer ma. Et je suis venu qui est né pour le Jean pauvre. Venu voir qui était pour le Jean pauvre, n'a ma. Il y a un de na macbik macri. Pas moi voir. C'était sanjé pour le Jean pauvre, bah. La fête n'y a union. Non pour ni fois. Même si tout le monde petit que bien la scène y a union. La tombe est en bé pour un bé de tombe. Il y a beaucoup de choses de quadre. On a rien à voir. Pas sûr qu'à photo là ma. Nana ma ne ligne bio. Il me a ya sabab ni kiti banana ba vona het photo. Il me j'ai ouais mi petit ka quadre. Il y a un peu mi chevelu. Vous en datant car me boum ti ton en chien. Pa ya ma wa ba jugo ta pen talan to. Ya nana na bebe ngui gomni fo gomna saba. Kali vous en karam chevelu to bala. Donc fo karam sin de bala. Ay sab. La nanda han bebe ta jihet nanda to fo karam no e bum pa da ya ma wa pa da jugo. Baya bisa wanne ka gwen me han pa ne chevelu nanda la ne donc nanda wuli da bunni fa chevelu han gomna. Voilà, donc il y a une petite yamne nano hambe bon. Train ticket ti kwarba wum. Fa la par du mo train talent. Voilà, il y a wana nanda nan fa wuli de bunninga aba manda. Donc wana je nanda lo kila wa fa tu de taba. Voilà. Donc nana ma hambe bon. Za woto. Bon ça na fa na mamma damba. Nem di ka kwat fa Sam pasal bangla punya kuarna. Kita mesti paham ko zang ko ba zama sama. Bijin sa ko lo bumbu pala ati para bisa donc dia fa ba ko zang ko ba kwa. Donc e bum so ngado ti ni tu sanda tu bum pa ba. Ko si ara ma de ba fo zamba to fo si ara ma de donc na mamma damba hanna puta. Ya ta fama mangri nan ton to ko ba gali me ha ko bi fun ton pa ma yi da fo nan ko ha don yi men kiti anaf bamba me yi ka pa ma bangri nan ton to na bi nan ton ko de ji sa ti ba bam sa lo ko ya ba ten to ji zu kitna naf de sai ne ni sa ndi ko bangaram ko kwa ba tan yam di kala samba akara ngaji la bangara pa Zantar bangram palikan tume bilu fu awata sahab afu hondi kran tum no apa da fu menga bangri da leban wisi fu mi yisi fu menga ten tu bala fa wiri ne tan tu na fu menga sha tu no bala donc sai na tonda han tu ma jun dik bangram ko kwar ba ana horon ton pipi pa ton bangra ko ta ton tier ton si tum ni we nan na fo bala donc bewa anakole ya wiso la 20 kuninga ntoko tie kwa tie me wuma bonra awoto voilà et puis ni o pele da lo ko hamad o yendali kuma kane ko zang ko ba ashigala ne na fa nam ni sumbe apo an ala tun ko yambe na ti Merci Léo Kadi. Oui, je remercie à distance le président de l'Union de Piscila pour son témoignage fait avec son smartphone et donc traduit ensuite par Jules. Ok, je peux passer la slide suivante. Une belle illustration de comment l'image est un outil. Voilà. Voilà, alors pour revenir un petit peu sur le processus de conception de la boîte à images, comme je disais, en fait, sur 2014-2015, on a réalisé une capitalisation
Et sur la base de cette capitalisation, on a donc conçu avec toujours le même groupe de travail composé d'élus et de techniciens. On a pu élaborer des termes de référence, savoir exactement ce qu'on voulait en fait comme type d'outil. Et ensuite, on a sélectionné un prestataire et on a eu avec ce prestataire pas mal d'allers-retours sur la boîte à images, avec dans un premier temps en fait des dessins juste au crayon pour voir si déjà l'idée qu'on voulait était bonne, et avec des tests sur le terrain avec les producteurs presque en situation réelle pour voir en fait si ça faisait réagir les producteurs, si ça créait vraiment du débat et des ajustements sur certaines scènes qu'on pouvait voir ou sur certains sur certains détails aussi par la suite lorsque les dessins étaient un peu plus affinés pour que ça corresponde vraiment à la réalité des producteurs et qu'ils puissent s'identifier à ces images. Et puis, une fois que la dernière version était validée, on a pu faire l'impression et la reproduction de l'outil. Et donc, cet outil, ensuite, a été utilisé par les organisations de producteurs pour faire des animations au niveau des groupements. Et sur la base de ces animations, ils ont pu élaborer chacun leur politique agroécologique et organiser un atelier pour présenter ces politiques à des partenaires potentiels. Voilà, donc je vais vous montrer un peu l'outil. Voilà, donc l'outil se compose un peu en 3 parties. L'outil principal, c'est un guide d'animation, donc à la fois en français et en moré, qui est la langue locale, avec d'un côté des planches, je vais vous montrer plus en détail, et de l'autre des explications pour l'animateur, et également 2 affiches sur bâche plastifiée en fait qu'on peut accrocher sur le lieu de l'animation pour faire l'introduction avec l'arbre à problème et l'arbre à solution. Et le tout en fait est rangé dans une boîte en bois pour faciliter le transport. Puisque ce sont les producteurs eux-mêmes qui vont sur le terrain et donc ils peuvent attacher ça derrière leur moto. Voilà. Et donc, si on fait un focus sur qu'est-ce qu'une planche, en fait, vous avez d'un côté, donc en bas à droite, l'image qui est dessinée où on a voulu en fait montrer, pour faire réagir, en fait, montrer des choses très, très opposées. Et l'idée, c'est de présenter ce dessin-là et de faire réagir les producteurs, voir qu'est-ce qu'ils voient et à quoi ça leur fait penser. Et pour aider en fait l'animateur dans la facilitation, il y a des petits numéros que vous pouvez voir, 1, 2, 3, qui permettent en fait de mettre le focus sur tel ou tel point et de dire, ben voilà, par exemple pour le 1, là, c'est sur la technique d'usail manuel. On voit les producteurs qui transpirent, c'est difficile. Alors que sur le point 2, on voit 2 femmes qui sont en train de tirer un âne et une cassine qui permet de réaliser des ailes de manière mécanique et qui n'ont pas l'air de souffrir, et où ça permet en niveau 3 de récupérer des terres sur des surfaces beaucoup plus importantes. Donc voilà, d'un côté le dessin qu'on montre en fait aux producteurs, et de l'autre côté en fait l'explication de l'animation pour celui qui anime, pour ne pas oublier l'essentiel. Voilà. Et donc, cet outil-là, en fait, a été utilisé par les producteurs eux-mêmes. Donc, pour animer les débats, en fait, lorsque la question s'est posée lors des travaux, au sein du groupe de travail, spontanément, les producteurs ont dit non, mais c'est à nous de le faire. C'est notre outil. En fait, on ne parlait même pas d'appropriation de l'outil parce qu'en fait, aussi bien la capitalisation que l'outil, ils ont été auteurs en fait de cet outil-là. Donc, pour eux, c'était naturel que ce soit eux qui l'animent parce qu'ils le vivaient déjà de l'intérieur, j'ai envie de dire. Et donc, au niveau de l'équipe FERT, on a simplement organisé une formation un peu en termes de pédagogie, comment animer ces séances avec les groupements, et les conseillers ont assuré un suivi. Voilà, et donc ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette expérience un peu particulière au Burkina, c'est que ça a été un processus long parce que en fait, c'est la capitalisation qui a nourri finalement l'outil Illustri. Mais ce qui est important, c'est que c'était vraiment piloté par les producteurs. Et dans le cas de cet outil-là, ça a été
vraiment primordial. Et ça a été nécessaire pour vraiment co-construire ensemble la réflexion et l'outil. Et ça montre aussi que cet outil, en fait, la forme en fait, est vraiment mise au service du fond. Et on a essayé au maximum de définir simplement le fond, alors ce qui n'est pas évident lorsqu'on a un document de capitalisation assez complet, d'arriver à dire finalement c'est quoi le message important qu'on veut faire passer, sur lequel on veut que les producteurs réagissent. Et ça, c'est quelque chose d'important, de se dire quel message on veut faire passer, quel est l'objectif de l'outil, avant de se lancer dans la forme, pour que la forme réponde bien aux besoins. Et puis des illustrations assez simples, pas trop de dessins dans tous les sens, mais vraiment aller, encore une fois, à l'essentiel, et qui représentent le quotidien des producteurs, comme je disais tout à l'heure, pour vraiment qu'ils puissent s'identifier et se reconnaître dans ces images. C'est là où ils pourront le mieux réagir. Voilà. En revanche, comme conseil, on pourrait dire à éviter, c'est de vouloir ce genre d'outils aller trop vite. En fait, aller trop vite et dire bon nous les techniciens on va le faire et puis après on va former les producteurs. Voilà, je pense que ça c'est pas bon, parce que voilà, ça empêche vraiment que les producteurs soient les auteurs et du coup se saisissent de cet outil et que ce soit vraiment leur outil. Et puis aussi, alors ça fait référence plutôt à des formations auxquelles on a pu participer avec des producteurs, où il y avait l'utilisation de certaines illustrations dans d'autres contextes culturels pour faire réagir les producteurs, mais du coup, ça a un effet un peu inverse. Si je me souviens bien, c'était des vidéos ou des photos, je ne sais plus, avec de femmes sur la plage en maillot de bain. Et donc, dans le contexte burkinabé du nord du Burkina, très musulman, c'est assez choquant, en fait. Et donc, ça n'a pas eu du tout l'effet, en fait, escompté, parce que voilà, les producteurs ne voyaient pas du tout ce que les autres formateurs pouvaient attendre comme réaction. Donc, voilà, juste disons de faire attention parfois, d'éviter le copier-coller d'illustrations ou autres, pour vraiment voilà, éviter d'avoir des effets contraires lors des animations. Donc voilà un peu le partage de l'expérience. Je sais qu'il y a des collègues burkinabés aussi qui sont là, donc peut-être qu'ils pourront réagir, compléter ou peut-être répondre à certaines questions. Merci. Merci beaucoup Léo Kadi de ce témoignage. Alors c'est vrai, on t'a proposé de témoigner parce que tu as suivi tout le processus dans la durée. Et du coup, c'était intéressant pour nous d'avoir ton recul sur le long chemin parcouru pour produire cet outil. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui se posent suite à ce partage d'expérience. Je ne vois pas spécialement si Augustin, une main levée de la part d'Augustin à Madagascar. Augustin, oui. Bonjour à tous, bonjour Léo Kadi. Petite question sur l'usage qui en est fait par les paysans animateurs. À quel moment est-ce qu'ils l'utilisent? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont régulièrement avec eux et dans des séances assez organisées, ou bien c'est quelque chose qu'ils ont dans un fond de sac et qui est ressorti à des occasions de certains moments de la campagne agricole, ou voilà un peu des questions sur l'usage. Oui, merci. Alors, par rapport à ça, c'est vrai que ça a été un outil produit spécifiquement suite à la capitalisation pour élaborer les politiques agroécologiques. Donc là, à cette période-là, ça a été beaucoup utilisé. Après, peut-être comme Kader est là, il pourra répondre. Je ne sais pas si depuis mon départ, ça a été réutilisé peut-être dans d'autres OP aussi, plus en support de formation. Parce qu'en fait, le contexte sécuritaire au Burkina a fait que une fois que l'outil a été utilisé pour les politiques agroécologiques, malheureusement, les producteurs n'avaient plus vraiment le droit de se réunir à cause du contexte terroriste. Et donc, en tout cas, lorsque j'étais encore au Burkina, je ne crois pas que les producteurs animateurs continuaient de l'utiliser. Maintenant, je ne sais pas si les autres OP, notamment les OP du centre, du coup, se sont saisis de cet outil, ou si les conseillers eux-mêmes l'utilisent dans la formation. Je ne sais pas si Kader, tu peux répondre, ou s'il y a un autre membre de l'équipe.
Kader. Ou bien est-ce qu'on a perdu Kader? Ouais. Oui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez? Bonjour, oui, très bien. On t'entend, Kader. Voilà. OK, voilà. Bon, en fait, par rapport à cet outil-là, c'est vrai que dans le nord, le centre-nord, on le faisait. Bon, à cause de l'exécutivité, on n'a pas pu le faire à tout moment parce qu'il y avait des difficultés pour réunir les producteurs. Mais au niveau du centre, présentement, on ne l'a pas encore commencé. Mais on fait une autre activité avec d'autres outils post-récolte qu'on a commencé. Mais peut-être que d'ici là, on va essayer de l'intégrer et puis pouvoir le faire avec les productrices du centre aussi. Mais pour le moment, ce n'est pas encore fait. Oui. Parce qu'effectivement, pour compléter aussi… Très bien, oui, merci Kader. Oui, ouais. Pour compléter, en fait, là, c'était le premier outil de boîte à images en fait, qu'on a élaboré au niveau du Burkina. Et suite à ça, il y a eu d'autres boîtes à outils qui ont été réalisées, notamment une boîte à images sur le stockage, qui celui-là est utilisé depuis… je pense que c'est la deuxième année qui va être utilisée et qui a été conçue sur le même principe avec un pilotage fait par les producteurs et un prestataire externe. Mmh. D'accord. Pascal, une question? Oui, j'avais une question, Léocadie, sur le choix du dessin par rapport à faire une image mise en scène qui exprime ce qu'on veut dire. Vous avez choisi vraiment le dessin, donc quelque chose qui suppose d'autres compétences et je voulais savoir plus précisément pourquoi. Qu'est-ce qui vous a orienté dans ce choix? Oui, merci pour la question. Effectivement, en fait, l'idée, c'était de pouvoir aller dans tous les groupements. Et au niveau des groupements, en fait, on est dans des petits villages où il n'y a pas d'électricité. Et donc, la vidéo, en fait, on a vite écarté la vidéo parce que sinon, ça nécessitait d'avoir des groupes électrogènes, etc. Donc, toute une logistique beaucoup trop importante puisque là, c'était dans 3 OP. Donc, ça représentait plus d'une centaine en fait, de groupements dans lesquels les élus voulaient aller. Et donc, c'était pas gérable ni en termes de temps, ni en termes financiers. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un outil facile à emmener, avec des dessins et qui puisse faire réagir. En fait, c'est ça qui nous a guidés vers plutôt les images que la vidéo. Mais alors, ça aurait pu être des photos plutôt que des dessins. Moi, ma question, c'est vraiment sur l'aspect dessin. Ah oui, d'accord. Sur l'aspect dessin. Je peux répondre, Léocadie, parce que j'ai une partie de la réponse. Oui. Je peux répondre parce que j'ai une partie de la réponse. Et quelquefois, on cherche des explications très objectives, mais il y a de la subjectivité dans tout ce qu'on fait, ou du moins il y a des opportunités. Voilà. Et on avait le mari de notre conseillère technique qui remplaçait Léocadie en congé maternité, qui est dessinateur. Et donc, forcément, la personne qui pilotait le projet a trouvé que son mari était la bonne personne pour faire ça. Voilà. Alors, je ne sais pas si Romain de VFTM a une question. Le micro est ouvert malencontreusement. Romain? Une question? Non? Alors sinon, je vois Ange qui lève la main. Romain, s'il n'y a pas de question, je vous invite à… Merci. Ange, à toi la parole. Oui, juste une question, Léocadie, sur le contenant. Tu as évoqué tout à l'heure le contenant de l'outil, c'est en mallette, en bois et tout ça. Est-ce qu'il y a fait de révision ou c'est encore pratique, facilement transportable, pas avec moto ou avec la bicyclette? Est-ce que ça enchaîne pas trop?
Non, en fait, ça a été conçu au tout départ, même on ne l'avait pas du tout prévu, et c'est au moment où les producteurs ont dit nous on veut le faire. On s'est dit mais comment le transporter, parce qu'en fait la dimension là c'est A3, donc c'est assez grand, et puis c'est pas dur, et du coup ils ont dit oui mais avec la pluie tout ça, si on met nous dans nos petits sacs, faut qu'on le plie. Ça risque de prendre l'eau, et donc après une séance, ça se trouve, l'outil ne sera plus utilisable. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à cette boîte justement en dur pour que ça soit facilement attachable sans être abîmé, en fait. Donc, en tout cas, on n'a pas eu de retour en termes de difficulté à transporter ou autre par rapport à ces boîtes. Alors, apparemment, donc, à Madagascar, Ange, vous avez eu aussi une expérience avec des bâches, c'est ça? Ange, si tu veux prendre Oui, la c'est parole. ça, on a inspiré. Hein. Oui, on s'est inspiré donc de cet outil qui a été réalisé au Burkina. Durant la transfert, il y avait tellement des échanges, un échange chantier agroécologique. Donc, quand Martha avait exposé ces outils-là, on a vu aussi que c'est très important pour nous. Par contre, au niveau de Madagascar, on a ajouté des techniques, des fiches techniques à l'intérieur de cet outil-là pour que, une fois que l'animation a été faite, s'il y a des questionnements sur les techniques, comment faire les composts, comment faire les techniques, etc. etc. Donc, derrière, il y a déjà des techniques détaillées dans l'outil et aussi illustrées avec les dessins. Mais dessins réalisés à Madagascar, mais pas le mari de Martha. Et en termes de support, vous avez opté pour des bâches, c'est ça, Ange? Ah oui, des bâches, mais on plie le bâche, on plie en rouleau, hein, et on met dans des petits sacs un peu ronds, et c'est facile à transporter. D'accord. Très bien. Oui, c'est une belle adaptation. Est-ce qu'il y a d'autres questions à destination de l'EOCADI et ou plus généralement du Burkina Faso sur cette expérience d'outils illustrés? A priori, je crois qu'on a fait le tour. Merci beaucoup l'EOCADI pour ces partages. Avec plaisir. Je vais maintenant proposer à Pascal de prendre la parole. Pascal, donc, pour faire à la fois un temps un peu de synthèse, de prise de recul sur cette thématique de l'usage de vidéos et d'images en formation ou même plus largement en conseil. Donc je te laisse démarrer. Merci Amandine. Alors oui, je vais peut-être répéter en partie ce qui a été dit, le compléter parfois, à partir de ces deux expériences qui sont vraiment très intéressantes sur l'usage de l'image et de la vidéo. J'ajoute aussi des éléments d'expérience, bien sûr, tirés de ma propre expérience de pédagogue, puisque ça fait une trentaine d'années que je travaille dans le domaine de la formation d'adultes. Et c'est vrai que la formation d'adultes, on est allé petit à petit de plus en plus vers des supports imagés, hein, parce que ça présente tout un tas d'avantages et on va pouvoir les repasser. Alors, on va peut-être passer du coup à la première diapo. Donc, peut-être quelques idées clés quand même en synthèse qui ont été illustrées auparavant par les exemples, mais c'est important, je pense, de les reprendre pour peut-être bien insister. Première idée, c'est qu'une image, bien qu'on ait l'impression qu'on prenne en photo, par exemple, la réalité ou qu'on tourne une vidéo et que c'est vraiment la réalité qu'on a sous les yeux, il y a encore beaucoup de place à la subjectivité dans une image. Donc ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Hein. C'est pas parce qu'on utilise une image que c'est la vérité absolue. Une image, ça se trafique. Une image, ça se cadre. Hein. Il y a des angles qui sont choisis. Donc, il y a forcément le choix de ce qu'on met dessus et de ce qu'on en exclut. Donc, quand on utilise une image, il faut toujours s'intéresser à la part de subjectivité
qu'il y a dedans. C'est à la fois une limite d'une image, mais c'est aussi un intérêt, puisqu'on a vu, par exemple, dans l'utilisation des photolangages, qui était évoqué tout à l'heure par Sylvia et par Léocadie aussi, vous avez dit toutes les deux que la photo, l'image, ça crée du débat. Et c'est justement ça l'intérêt, c'est qu'on n'amène pas une vérité absolue en formation, que les participants, les apprenants, ils doivent prendre telle qu'elle, comme une vérité. On amène une idée qui va être discutée. Et en discutant cette idée, les personnes ont d'autant plus de chances de s'approprier les concepts et de s'approprier toute la finesse qu'il y a parfois dans certains concepts, avec toutes les nuances possibles et tous les points de vigilance à mettre autour. Donc, voilà, une image, c'est vraiment une base de discussion et c'est, je crois, un des premiers avantages en formation d'adultes. Les gens, ils arrivent avec déjà une expérience des pratiques, une expérience de la vie, etc. Et c'est vraiment important que leur expérience ne soit pas niée, mais qu'elle arrive aussi et qu'elle rejoigne celle des autres personnes en formation pour enrichir ce que dit le formateur. Peut-être diapo suivante. Alors, ceci étant dit, une image, c'est souvent très touffu. Il y a beaucoup de choses dans une image, il y a le premier plan, l'arrière-plan, etc. Et il y a beaucoup d'informations. Donc, si on veut que ce soit une aide à la lecture, par exemple, d'un exposé ou une aide à la compréhension, il faut être très vigilant sur la sobriété des images qu'on choisit comme support de formation. Parce que justement, si on prend des images qui n'ont pas été créées pour la formation, par exemple, elles risquent d'être parasitées, alourdies par des tas d'informations qui ne sont pas aidantes pour la compréhension. Et c'est pour ça que je posais la question sur le dessin tout à l'heure, parce que, à mon sens, c'est un grand avantage du dessin par rapport à des photos parfois, c'est que le dessin, on choisit délibérément de ne garder que l'essentiel, que ce qui va parler, que ce qui va véhiculer, comme disait Léocadie, la forme au service du fond. Et donc, pour moi, c'est très positif de travailler le dessin, même si parfois c'est plus long, plus coûteux, parce que ça suppose de faire appel à un artiste, un illustrateur. Néanmoins, voilà, en termes d'efficacité, c'est sans doute supérieur, enfin, dans bien des cas, notamment grâce à cette question de la sobriété. Alors, là, je parlais juste de l'image en tant que telle, mais si je prends par exemple une diapo d'un PowerPoint, c'est vrai aussi. Et alors, c'est d'autant plus vrai que souvent, on veut mettre plein d'informations sur une diapo. Or, il est vraiment important, là aussi, de réfléchir à quel est le message principal que je veux faire passer et trier et choisir ce qu'on met en avant en conséquence. Donc, la sobriété à l'échelle d'une diapositive de PowerPoint, ça va se traduire par ne pas rajouter trop de texte, ne pas utiliser des polices de caractères très différentes, mélangées, de l'italique, du gras, du souligné, des couleurs diverses, des tailles diverses, etc. Vous voyez, la sobriété dans le choix des typographies, c'est aussi important parce que la typographie, avant de véhiculer du sens avec des lettres et des mots, c'est aussi une image visuelle. Donc, le plus simple, c'est le mieux en formation. Et parfois, on veut faire joli, on a l'impression que c'est plus gai parce qu'on a mis des couleurs, que c'est plus vivant parce qu'on a mis des typographies avec des arabesques et des choses comme ça. Mais ça demande tellement d'efforts pour être regardé et lu et compris que pendant ce temps-là, on n'écoute pas le formateur qui est en train de parler et de faire des commentaires. Donc, il faut toujours que l'image, elle soit au service de celui qui parle et qui l'expose, la diapo de PowerPoint. Et donc, plus elle est simple, plus c'est un appui solide et éclairant qui aide, qui soutient l'attention de celui qui écoute. Alors, maintenant, troisième idée, c'est celle de la lisibilité. Je vais un petit cran plus loin sur qu'est-ce que je lis à travers une image, qu'est-ce que je comprends, qu'est-ce qui me parvient comme message à travers l'image.
Alors, moi, je ne suis pas une photographe professionnelle, mais j'ai souvent discuté avec plein de photographes qui disent que le problème aujourd'hui, c'est que tout le monde est photographe. Tout le monde prend des photos. On l'a dit en introduction, on a tous des appareils photo qui sont en plus assez performants. Aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être un expert pour faire clic et prendre la photo. Mais du coup, toutes les, on va dire, règles de composition des images qui faisaient partie de l'apprentissage des photographes, elles nous échappent un peu. Et donc, on va dire le b.a.-ba, quand on utilise des images avec comme objectif de véhiculer des messages pédagogiques, c'est important d'avoir quelques petits points de repère sur ces règles de composition. Alors, on en a repris avec Amandine quelques-unes ici. Alors, la règle la plus courante, qui est en général connue, y compris des photographes amateurs, c'est la règle des tiers. La règle des tiers, c'est l'idée que sur une photo rectangulaire, il y a, on va dire, notre perception, elle est orientée. Donc, si vous découpez votre photo horizontale, en rectangle horizontal, en 3 parties, 3 parties donc en longueur. Si je regarde par exemple le schéma, je prends le rectangle qui est à gauche, voilà, celui-là, celui où il y a le point rouge. On a composé une image, imaginons par exemple que ce soit une image de paysage. Les 2 tiers, c'est le ciel et 1 tiers, c'est la terre au premier plan. Vous filmez un paysage avec un horizon et donc 2 tiers de ciel, 1 tiers de terre. En général, le regard va s'orienter sur les 2 tiers. C'est-à-dire que c'est ça qui va prédominer dans la perception qu'on a de l'image. Ça veut dire qu'on donne de l'importance au ciel parce qu'il est très beau, il est nuageux, c'est un coucher de soleil, je ne sais quoi. Et donc, pour donner cette importance-là, on attribue 2 tiers, les 2 tiers supérieurs de l'image à cette partie-là. À l'inverse, si le plus important, c'est ce qui se passe au premier plan sur le sol et que le ciel, c'est juste un arrière-plan, on va mettre les 2 tiers de l'image plutôt centrés sur le terrain, sur le sol. Et le fond, voilà. Et du coup, visuellement, on saura qu'on se focalise plutôt sur les 2 tiers du bas de la photo. Et puis, si ce qu'on veut dire, c'est, par exemple, à l'intermédiaire, si on veut, par exemple, mettre en lumière la transition de la terre vers le ciel, à l'endroit où, sur la ligne d'horizon, il y a des arbres, il y a des maisons, etc. Bon, à ce moment-là, on va peut-être le cadrer de telle manière. Voilà, mais c'est parce que c'est ça qu'on a à dire et qu'on veut mettre le focus sur cette partie-là. Cette règle des tiers, elle est intéressante pour l'équilibre de la photo. Voilà, c'est ce que disent les photographes en général. Alors, dans une photo verticale, si je passe à la ligne du dessous, toujours sur la règle des tiers, là aussi, en fonction de ce qu'on a envie de faire passer comme message et de ce qu'on dit à l'oral pour accompagner la photo, on va équilibrer notre photo différemment, notre diapo aussi différemment. Si mon sujet d'intérêt, si mon message, c'est un point final, c'est-à-dire que c'est un aboutissement. Je veux enfoncer le clou, je veux marteler mon message et que ce soit un peu ma conclusion. Je vais plutôt le mettre sur le côté droit de l'image. Donc ça, c'est si vous voulez suivre le petit rond rouge là, c'est ce qui est à gauche. Voilà, c'est cette partie-là. Rectangle du milieu. Mon sujet central, je l'ai mis au centre, dans une ligne de tiers au centre. Là, c'est qu'en fait, voilà, c'est un sujet de discussion qui pose question et qui peut amener effectivement à être interrogé. Si je pousse mon sujet vers la gauche, que je le place à gauche de ma diapo, par exemple, ou à gauche de ma photo, là, il y a une ouverture vers la droite. C'est-à-dire que je laisse de la place pour une suite. Donc, c'est quelque part un point de départ d'une réflexion, par exemple, que je veux introduire dans ma photo. Donc, vous voyez, à partir de ces éléments-là, on voit bien qu'il y a un vrai savoir-faire dans la composition des images quand elles ont une vocation à faire passer des messages.
Alors ensuite, il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle le chemin visuel. Ça, c'est vrai dans une photo, je pense à un grand format, notamment, vous parliez de Bage tout à l'heure, hein, par exemple, ou une diapo aussi. Alors, à ma connaissance, c'est vrai on va dire, dans les cultures occidentales. Je n'ai pas de certitude sur le fait que ce soit vrai aussi dans d'autres cultures, les cultures asiatiques, les cultures arabes, où on va dire l'écriture ne se fait pas de haut à gauche vers le bas à droite, hein, comme de gauche à droite et de haut en bas, comme c'est dans le cas dans les cultures occidentales. En tout cas, dans les cultures occidentales, on dit que le sens de lecture qui est hérité des livres, hein, et de l'écriture des textes, elle est souvent utilisée inconsciemment aussi pour lire les images. Hein, donc, dans une image, quand il y a quelque chose d'une image un peu complexe, hein, je vais souvent la lire de haut à gauche vers le bas à droite. Hein. Donc, le sens de lecture, ça dicte aussi mon sens de compréhension. Donc, à connaître quand on compose une image dans le but de faire passer un message qui est déroulant, c'est-à-dire qui peut-être suppose des enchaînements de causes et d'effets. Ça peut être aussi une organisation circulaire de l'image. Hein. On peut avoir un élément, un point de départ et tourner, mais là, il faut laisser un certain vide au centre si on veut que l'œil circule de cette manière circulaire dans l'image. Voilà, donc je vous donne quelques éléments, ce sont juste des points de repère. Si bien sûr ça devient quelque chose où vous avez envie de vous professionnaliser, il y a des ouvrages et sur Internet on trouve des choses là-dessus. Hein. Les règles de composition d'images, ce sont des sujets sur lesquels il y a pas mal de ressources sur Internet. Et une fois qu'on a dit tout ça, voilà, toujours penser aux zones de repos dans une image. Un blanc dans une image, c'est comme un silence dans un discours. C'est très utile pour aider à la compréhension, à la respiration. Et voilà, c'est essentiel de ne pas surcharger, de ne pas remplir. Parce que ce serait contradictoire avec l'objectif, qui, vous l'avez dit toutes les deux dans vos exemples, hein, l'objectif, c'est l'assimilation et la mémorisation. Alors, du coup, si je résume, mais vous avez déjà dit beaucoup de choses, donc je vais passer assez vite, hein, j'ai essayé de recenser différents types d'images. Alors, les photos, bien sûr, les schémas. Alors, je n'ai pas mis les dessins, j'aurais pu mettre les dessins en plus, c'est vrai que je n'y ai pas pensé sur le moment. Les schémas, donc les schémas, ce n'est pas, on va dire, esthétique au sens, enfin, ce n'est pas figuratif, ça ne reproduit pas des choses de l'ordre de la réalité, mais c'est schématique. Donc, voilà, c'est conceptuel, mais en même temps, ça agit comme des images. J'ai mis aussi les diapos de texte qui sont reçus comme des images avant d'être lus comme des textes, et puis les vidéos. C'est vraiment important de se dire, voilà, chaque support imagé a ses avantages et ses vertus. Et quand j'utilise l'un plutôt que l'autre, c'est en connaissance de cause. Je choisis, je ne prends pas juste ce que j'ai sous la main. Parfois, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qui serait le plus efficace? Qu'est-ce qui serait le plus pertinent par rapport à ce que j'ai à faire ou à dire en formation? Alors, la photo, on l'a dit tout à l'heure, liberté d'interprétation. Ça, c'est un avantage de la photo, c'est que chacun peut dire ce qu'il pense par rapport à une photo. Hein, tout à l'heure, Sylvia disait faire parler les photos. Oui, c'est le grand intérêt du photolangage. Hein, ça crée du débat et c'est un support, on va dire, à la timidité des gens, souvent. Hein. La photo, tout de suite, ça déclenche l'envie de raconter et du coup, c'est intéressant de ce point de vue. Hein, quand on veut absolument impliquer les gens en formation, les rendre acteurs plutôt que passifs à écouter le formateur. Hein. Donc, c'est très impliquant, c'est mobilisateur, c'est engageant. Il y a aussi cette idée que c'est très égalitaire, c'est-à-dire que par rapport à des mots qui seront plus ou moins bien compris, hein, vous l'avez énoncé, le niveau, on va dire, d'éducation des gens peut être variable en formation, et parfois au sein d'un même groupe, il y a des gens éduqués, des gens un peu moins. La photo, c'est très égalitaire, ça permet à tout le monde de s'exprimer. Ça permet donc de partager les points de vue, et puis parfois, ça peut amener quelque chose qui marche bien, qui est la métaphore en formation.
Si je vous dis, par exemple, construire un projet, imaginons que vous faites une formation sur le projet, sur les projets. Vous dites un projet, c'est comme une course en bateau, une course en mer, ou c'est comme une ascension de montagne, et vous mettez une photo de montagne avec une équipe qui grimpe jusqu'au sommet de la montagne. C'est ce qu'on appelle une métaphore. Tout de suite, ça déclenche, on va dire, une signification qui peut être très complexe, avec plein d'éléments qui sont résumés en une image. Donc, ça permet de résumer en quelque chose de simple une réalité qui peut être complexe. Après, bien sûr, il faut le développer, hein, ça ne se suffit pas en soi, mais ça peut être un point de départ pour planter le décor d'une réalité complexe. Le schéma, je dirais que par rapport à la photo, on va plutôt l'utiliser pour expliciter des process. Hein, le schéma, sa vertu, c'est de pouvoir faire des liens entre différentes étapes, entre différents éléments reliés, hein, qui interagissent entre eux. Voilà. Donc, montrer des liens entre des notions, montrer des process. Et là aussi, c'est assez intéressant parce que la personne est obligée d'être active pour le lire elle-même. Alors, bien sûr que le formateur peut faire un commentaire, mais la personne est obligée de suivre étape par étape, son regard est actif, et on verra juste après que être acteur en formation, c'est la base de l'assimilation. Alors, quand est-ce qu'une diapo de texte peut être considérée comme une image avant d'être un support à l'oral? C'est quand on utilise, par exemple, des mots-clés qu'on fait ressortir. C'est intéressant quand même d'utiliser ce genre de choses, même de mettre des mots-clés sur des images parfois, parce par exemple, quand on va chercher à installer un vocabulaire commun, quand on veut que quelque part, il y ait une assimilation de base de vocabulaire. Et puis, je dirais, alors, parfois, et ça m'est arrivé, moi, j'ai déjà fait des interventions en Afrique où on discutait justement de l'intérêt d'un photolangage par rapport au fait d'avoir des diapos très, très simples, juste avec quelques mots. Et certains formateurs me disaient, oui, mais nous, on est dans une culture de l'oral, peut-être plus qu'en Occident, où depuis une cinquantaine d'années, en tout cas, la culture visuelle s'est développée, avec la télé, avec la diffusion des images beaucoup plus rapide, fréquente et dans l'espace public. Du coup, on me disait les formateurs, c'était au Cameroun, je me souviens notamment, ils me disaient, nous, on a une culture de l'oral et il ne faut pas sous-estimer la puissance des mots dans notre culture. Hein. Donc voilà, parfois, peut-être que c'est intéressant de rester sur quelques mots plutôt que de brouiller les messages avec des images qui vont emmener ailleurs, quoi. Et dernier point, la vidéo. Alors la vidéo, effectivement, il y a un côté très dynamique et captivant dans la vidéo. Donc on aime bien ça en général en formation parce qu'on a l'impression que tout le monde est très attentif, que tout à coup, c'est le grand silence et que tous les messages se déroulent et sont captés par ceux qui écoutent. Alors c'est vrai. L'intérêt de la vidéo quand on filme quelqu'un qui est en train de faire, par exemple, comme dans un tutoriel, comme dans un tuto, il y a une facilité à s'identifier à celui qui fait. Donc, le principe d'identification, effectivement, il fonctionne très, très bien. C'est un peu comme quand on regarde un formateur en train de faire quelque chose, nous montrer les gestes, les techniques. Donc, en vidéo, c'est pareil. Et puis, on peut avoir choisi une très belle démonstration, très bien faite. Donc, voilà, c'est une garantie de qualité, des gestes qui sont proposés. Donc, ça, c'est quelque chose de très positif dans la vidéo. Et c'est d'autant plus positif que, alors, avec les recherches sur le fonctionnement du cerveau, on s'est rendu compte, on a dans le cerveau ce qu'on appelle les neurones miroirs. On a une partie de notre cerveau où certains de nos neurones, en même temps qu'on regarde quelque chose, ça reproduit dans notre cerveau et donc dans notre corps les sensations de celui qui agit sous nos yeux. Et donc, regarder une scène en train de se faire, le cerveau l'assimile comme si on était en train de vivre nous-mêmes ces gestes, cette expérience, comme si c'était nous qui la faisions. Donc, le cerveau engramme, c'est le terme qui est utilisé, le cerveau enregistre en fait ça comme une première expérience vécue. Vous avez par exemple des sportifs aujourd'hui qui font de la visualisation mentale pour se préparer à certaines compétitions. Donc,
voilà, visualiser mentalement ou regarder une vidéo où on voit les choses, les gestes se faire d'une bonne manière, c'est une préparation mentale à faire les gestes nous-mêmes dans la vraie vie. Voilà. Donc, en ça, c'est assez positif. Là, j'ai mis les avantages, je n'ai pas mis les inconvénients de chacune de ces techniques, mais il y en a aussi. Donc voilà, c'est vraiment important, hein, je reprends les mots de Léo Caddy, la forme au service du fond, et dans le choix stratégique de son support imagé de formation, il y a vraiment ces réflexions-là à avoir avant de passer la commande pour construire le support lui-même, quoi. Et donc, voilà, moi, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien avoir, ces petits tableaux de bord pour réfléchir, alors notamment quand on passe des commandes sur des gros outils, hein, ou des grands scénarios pédagogiques avec plusieurs séquences qui vont s'enchaîner dans le temps, etc. Hein. C'est voilà, un tableau pour réfléchir, tout seul ou à plusieurs formateurs, hein, de se dire, voilà, quels sont les messages qu'on doit faire passer, on veut produire quel effet chez l'apprenant, hein. Et puis derrière, voilà, pour ça, qu'est-ce qui serait adéquat? La photo, le schéma, la diapo, la vidéo, proposée par le formateur en tant que support pédagogique. Jusque-là, on a parlé beaucoup de ça. Mais on peut aussi réfléchir à tout ce qui est réalisé par l'apprenant. Quand on fait faire une photo, hein, par exemple, moi je sais que ça nous arrive parfois de demander aux producteurs, aux agriculteurs, hein, de faire des photos chez eux et de venir avec des photos sur leur téléphone pour montrer hein, leur terrain, leur sol, leurs pratiques, etc. On peut demander aux apprenants, seuls ou en groupe, de schématiser parfois des choses à l'appui d'un exposé qu'ils vont faire. Hein, on peut leur demander aussi de filmer des vidéos, de jouer des scènes, des choses comme ça. Hein, donc, on peut aussi utiliser tout ce qui est support imagé pour les comptes rendus qu'on demande aux apprenants de faire pendant la formation. Et là, ça a non seulement la vertu de l'image en tant qu'aide à la compréhension, mais en plus, le fait de fabriquer des images oblige à se poser plein de questions, comme on vient de le faire. Et donc, c'est aussi très positif pour les apprenants d'en passer par là, plutôt que juste parler hein, ou écrire des textes. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Alors, bien sûr que tout ne s'apprend pas sur un écran, on l'a dit. Le faire, ça fait un peu la transition avec ce que je viens de dire. Le faire est hyper important en apprentissage. Juste pour rappel, la diapo suivante, elle montre bien ça. Hein, c'est une étude. Est-ce qu'on peut passer à la diapo d'après ? Voilà, une étude qui avait été menée il y a déjà pas mal de temps aux États-Unis hein, sur l'apprentissage. Qu'est-ce qui facilite l'apprentissage et la mémorisation hein. On se rend compte hein, que ce que nous lisons, on le mémorise très difficilement. Enfin, finalement, le fait de lire, ça aide pas beaucoup à la mémorisation puisqu'on ne mémorise que 10% de ce qu'on lit une fois. Hein. Ce qu'on entend, c'est déjà un peu mieux. On a fait l'effort d'écouter, hein, donc on est à 20% de taux de mémorisation sur ce qu'on entend. Ce que l'on voit, hein, donc ce qui, on va dire, est appuyé, supporté par du visuel, on est à 30%. Et là où on commence à avoir des bons scores de mémorisation, c'est quand on a des mélanges. Ce qu'on entend et ce qu'on voit, là, ça y est, on arrive à 50%. Mais c'est incomparable avec tout ce qu'on peut faire, hein, là où on est acteur, quand on devient actif en formation ou dans l'apprentissage. Hein, ce que l'on fait, on va le mémoriser à 60%. Ce que l'on va dire, donc on va l'énoncer à voix haute, donc ça demande un effort de formalisation. On va le mémoriser à 70%. Ce qu'on va dire, enfin, ce qu'on va discuter avec les autres tout en le faisant, alors là, ça se cumule 80% et 95%, ce qu'on apprend aux autres. Donc ça, c'est quand on doit restituer avec un effort de pédagogie. Voilà. Donc, on voit bien qu'effectivement, le faire reste fondamental en formation et c'est ce qu'il ne faut pas oublier. On peut faire tous les tutos qu'on veut et du e-learning en autonomie pour les apprenants. C'est toujours en mêlant l'image, le
la vidéo, le digital avec la discussion et l'action, on obtiendra les meilleurs résultats en formation. Je crois que je suis arrivée au bout. Oui, on avait juste laissé cette petite diapo pour rappeler aussi, mais ça c'était en lien avec la question que tu as posée tout à l'heure à Sylvia sur le temps passé pour produire ces outils et rappeler que voilà, nous on est aussi là pour être au service des producteurs. Il ne faut pas non plus qu'on perdre trop de temps à produire des outils et que voilà, ça doit surtout à la fin, l'objectif final reste de pouvoir servir et conseiller les producteurs. C'est peut-être la remarque pour clôturer ce sujet. Pascal, je pense que tu as fait une synthèse, enfin plus qu'une synthèse, parce que tu nous as apporté aussi beaucoup d'éléments. Excusez-moi, je n'ai pas remis ma vidéo. Beaucoup d'éléments qui nous aident aussi à comprendre que finalement, voilà, il n'y a pas juste une question d'esthétique dans le choix de nos supports, mais qu'il y a vraiment derrière un projet pour réussir à faire passer un message et réussir à inscrire ça dans un projet pédagogique plus global, peut-être de voir voilà, comment de mieux réfléchir la conception de nos outils pour répondre à ça. Anne, je vois que tu as la main levée. Tu veux réagir, poser une question? Oui, enfin, déjà remercier tous les participants, merci beaucoup Pascal. On n'est pas que responsable pédagogique IFOCAP, puisqu'elle est aussi administratrice de FERT. On est fiers de le dire à tous. Moi aussi. Et peut-être un écho des trois interventions. Et comme Pascal nous invite à ce que les apprenants fassent, des outils que vous faites, qu'on fait ensemble, ils sont aussi évolutifs. L'exemple de l'outil qui a été produit au Burkina, que vous avez repris à Madagascar en intégrant vos propres réflexions et celles des producteurs. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important qu'on se dise, c'est qu'on a des outils vivants qui, au fur et à mesure, peuvent être améliorés ou adaptés, on va dire, à un contexte, à une situation ou à un public. Très bien. Merci Anne pour ce mot complémentaire. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Je vous remercie à tous, en tout cas pour votre attention. Joseph rajoute des supports utiles, utilisables et utilisés. Je pense que c'est une bonne citation, puisqu'on a aussi voilà, parfois des supports qui, hélas, ne sont pas assez utilisés. Donc, je pense qu'il est toujours important de chercher à les réadapter et à les ajuster. Pour finir ce webinaire, je vous ai mis ici un lien sur le formulaire pour partager un peu votre satisfaction sur l'organisation de ce webinaire, nous dire ce que vous avez retenu. Vous avez à la fois le QR code que vous pouvez scanner avec vos portables ou bien l'adresse, le lien donc, qui vous permet aussi d'y accéder par Internet. Je vous remets le lien dans le flux de discussion. Voilà. Alors, excusez-moi. Hop. Donc voilà, vous avez la possibilité d'avoir ce lien. C'est important pour nous que vous nous fassiez un retour sur ce que vous avez retenu, si voilà, le webinaire répondait bien à vos attentes. Je profite aussi pour vous dire que donc, nous allons bientôt vous repartager aussi les différents supports issus des précédents webinaires, les fiches méthodes qui ont été produites, qui sont aussi un support voilà, qui sont le fruit des précédents webinaires. Donc, il y a à la fois la vidéo et puis les fiches méthodes qui en sont issues, qui vont vous être partagées à nouveau ces prochains jours. Et puis, voilà, pour le moment, nous n'avons pas encore de prochain webinaire calé dans le calendrier, mais nous vous tenons informés de la suite. Léo Caddy, hélas, voilà, a été déconnectée. Je la rajoute. Je la réinvite pour qu'on puisse lui dire au revoir et la remercier à nouveau. Léo Caddy, est-ce que tu nous rejoins? Léo Caddy, c'est bon?
Léocadie. Alors peut-être, voilà, Sylvia, Léocadie, Pascal, je vous laisse rallumer vos vidéos pour qu'on puisse vous voir, vous remercier pour vos interventions, vos témoignages. Il y a une main de Kader qui est levée, mais je ne sais pas si… Voilà, je vois Kader qui lève sa main. Kader? Oui, voilà, j'avais des petits soucis avec ma connexion. Voilà. C'était par rapport au dernier exposé de Madame, où il était en train de mettre les pourcentages. Bon, moi, c'est mon opinion. Je voulais peut-être dire que de là où il nous a parlé de nous, comme on pouvait entendre et voir là, il a limité ça à 50%. Moi, de mon point de vue, on peut l'amener même jusqu'à 60 à 70% parce que quand on voit quelque chose, quand on entend quelque chose, on le voit en direct comme ça. Je pense que c'est plus captivant que quand on l'entend et qu'on ne le voit pas, quoi. Non, mais lui, elle a mis ça à 50%. Bon, moi, je comptais le mettre jusqu'à 60 ou à 70%. Alors, je réponds. Quoi. Oui, vous avez raison. Alors, c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai cité une étude, en fait, qui avait été menée par Edwin Idwall en 1974. Hein. C'était une étude qui avait été faite au Canada. Donc, moi, je ne sais pas. Ça dépend un peu aussi de la qualité des choses qui sont décrites ou dites. Mais voilà, ça, c'est les résultats d'une étude. Ce n'est pas moi qui l'ai posé comme ça à partir de mon expérience à moi. Hein. Ah, ok, d'accord. Voilà. D'accord, ça marche. Merci. Voilà. Je vais remercier une dernière fois Sylvia, Léocadie et Pascal pour leurs interventions. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que ce webinaire vous a plu et je vous souhaite à tous une bonne après-midi et vous dis à bientôt. N'hésitez pas à allumer vos vidéos pour qu'on puisse se saluer et visualiser un peu tous ceux qui étaient autour de nous. Merci. Merci Amandine. Tu peux éteindre le support pour qu'on puisse voir tout le monde. Merci, au revoir. Merci à tous. Merci à tous. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Bye. Au revoir. Merci à tous. Ça se déconnecte tout doucement. Nous avons même des applaudissements, merci. Depuis la Tunisie. Allez, je mets fin au webinaire. Merci beaucoup Pascal. Je te ferai un petit retour des évaluations telles qu'on a reçues. Merci Juliette pour la gestion technique. Pas de souci. Bon après-midi à vous tous. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.